Je vais vous raconter ce soir une histoire qui commence par une promesse très simple et qui se termine par un tintement de clochette que je n'ai jamais cessé d'entendre. Si, pendant que vous écoutez ma voix, vous croyez percevoir un son clair et léger qui ne vient ni de votre téléphone ni de votre chambre, je vous demande de ne pas l'ignorer. On l'appelait la clochette des malades et pour moi, elle est devenue la clochette de celles et ceux qu'on a laissés de l'autre côté d'une porte fermée. Je m'appelle Madeleine et j'ai aujourd'hui plus de 80 ans, mais pour cette histoire je dois redevenir la jeune fille de 15 ans qui arrivait en plein hiver à l'Institut Saint-Alban. À la fin du 19e siècle, mes parents m'ont envoyé dans ce pensionnat de montagne pour me protéger des maladies de la ville et pour faire de moi une jeune fille convenable. Le train montait lentement vers les hauteurs, la neige s'épaississait sur les toits des petites gares et le vent faisait trembler les vitres du wagon. On m'avait dit que l'air des montagnes était pur et que j'y reviendrais avec des joues roses et des poumons solides, mais je me sentais surtout arrachée à tout ce que je connaissais. Quand la calèche et l'école a quitté la petite gare, j'ai aperçu pour la première fois la silhouette de l'Institut, vaste bâtiment de pierre grise, posé comme une forteresse au milieu de la blancheur. Les toits semblaient crouler sous le poids de la neige, et de longues cheminées exhalaient une fumée pâle qui se mêlait au brouillard de l'après-midi. Plus nous approchions, plus je remarquais des détails qui ne ressemblaient pas à une école, mais à quelque chose de plus sombre et de plus ancien. Les fenêtres n'étaient pas toutes de la même taille, certaines avaient des barreaux minces, d'autres étaient murées d'une aile entière semblaient aveugles. Le cocher a murmuré qu'autrefois, avant les jeunes filles en uniforme, on y traitait les tuberculeux venus de toute la région. Le mot tuberculeux m'a donné un frisson, car on parlait dans ma famille de la maladie de la poitrine, comme d'une condamnation lente et blanche. En descendant de la voiture, j'ai senti un froid plus dur que celui du voyage, un froid qui venait autant de la pierre que de l'air. Une surveillante m'a accueilli avec un sourire corail et distant, et m'a conduite dans le grand hall où résonnaient quelques pas pressés. Le sol était en carreaux noirs et blancs, mais par endroits on voyait encore, au plafond, des anneaux de métal, qui semblaient n'attendre plus que des rails. On disait que l'Institut avait été rénové, pourtant l'odeur des dés de linge humide flottait encore dans certains couloirs. La surveillante m'a expliqué que beaucoup d'élèves partaient pour les fêtes de fin d'année, et que nous serions peu nombreux à passer l'hiver ici cette fois-là. Elle marchait vite, ses clés tintaient à sa ceinture, et je devais presque courir derrière elle pour suivre le bruit sec de ses talons. Au bout du couloir principal, alors que nous tournions vers le dortoir des nouvelles, j'ai vu pour la première fois la porte du pavillon nord. C'était une porte plus massive que les autres, entourée d'un encadrement de pierre tachée et renforcée par une barre de métal passée en travers. Au-dessus, un panneau indiquait que l'accès était interdit et qu'il s'agissait d'un secteur dangereux pour des raisons de travaux et de sécurité. Pourtant, ce que j'ai senti en passant devant ce seuil verrouillé n'avait rien à voir avec de simples travaux, cela ressemblait à la présence d'un couloir qui attend quelque chose depuis trop longtemps. Sans ralentir, la surveillante a murmuré que cette partie de l'ancien sanatorium était condamnée, puis elle a brusquement changé de sujet et parlé des règles de silence après le couvre-feu. Je n'ai rien répondu, mais je me suis promis de mémoriser la distance entre ma chambre et cette porte dont je n'entendais déjà plus que le silence. Quand nous avons poussé la porte du dortoir, la chaleur d'un poêle à charbon m'enveloppait et l'odeur du linge propre a effacé pour un moment l'âpreté des couloirs. La surveillante a dit qu'une autre élève occupait déjà le lit près de la fenêtre et que je prendrais celui à côté, puis elle est repartie sans un mot de plus. Près de la fenêtre se tenait une fille mince aux cheveux très noirs, assise sur son lit, les mains posées sur une couverture grise. Elle m'a observé avec un mélange de curiosité et de fatigue, comme si elle essayait déjà de deviner si j'allais être une ennemie ou une alliée. Tu dois être la nouvelle. On m'avait dit qu'une élève de la ville arriverait aujourd'hui malgré la neige. Oui, je viens de Lyon et je m'appelle Madeleine. Je ne pensais pas que le pensionnat serait si isolé. Mon nom est Élise, et pour ce qui est de l'isolement, tu verras que c'est encore plus vrai la nuit quand les autres partent en vacances. Sa voix était douce, mais un peu rauque, comme si chaque phrase lui coûtait d'un effort discret. J'ai posé ma valise sur le lit indiqué, et je l'ai ouverte en essayant de ne pas montrer combien mes mains tremblaient. C'est alors que j'ai remarqué, à côté de l'oreiller d'Élise,
une petite clochette d'argent suspendue à un crochet fixé au mur. Elle brillait faiblement dans la lumière du soir et semblait beaucoup plus soignée que le reste du mobilier, comme si elle appartenait à un autre temps. Elle est jolie, ta clochette. C'est un souvenir de ta famille? Elle vient de ce bâtiment, c'est un cadeau qu'une ancienne patiente a laissé ici, et que j'ai trouvé bien plus tard. On disait que tant que quelqu'un pouvait faire sonner cette clochette, la malade n'était pas tout à fait seule, même si personne n'entrait dans la chambre. Un frisson m'a parcouru, car l'idée d'une clochette qui remplace les visites me paraissait à la fois tendre et terriblement triste. Les patients pouvaient appeler les infirmières avec ce genre de clochette. Elle pouvait appeler, oui, mais cela ne signifiait pas que quelqu'un venait toujours, et certaines ont sonné jusqu'au bout sans que personne ne franchisse la porte. Elle a posé la main sur la petite chaîne, comme pour calmer le métal, puis elle a toussé légèrement en détournant la tête. Je n'ai pas osé lui demander comment elle savait tout cela, mais je sentais que ces histoires lui appartenaient plus que ne le laissait entendre sa voix tranquille. Le soir est tombé tôt, avalant les montagnes et noyant les toits dans une obscurité bleutée. On a servi un repas simple au réfectoire, et j'ai découvert les autres élèves, certaines élégantes et bruyantes, d'autres silencieuses et presque invisibles. On parlait déjà des départs à venir, des chandelles allumées dans les maisons des villages pour les fêtes, et de la chance de celle qui ne passerait pas l'hiver ici. Élise mangeait lentement, un peu à l'écart, et je voyais bien les regards que lui lançaient quelques filles riches, des regards où se mêlaient le mépris et la curiosité. Dans le bruit des couverts, une rumeur circulait déjà, comme un courant d'air, à propos de l'ancien sanatorium, des morts anonymes et des clochettes qui auraient teinté seules pendant des nuits entières. Une des filles les plus sûres d'elle se vantait de n'avoir peur de rien et de pouvoir dormir dans n'importe quelle pièce fermée à clé sans entendre le moindre fantôme. Une autre prétendait qu'au pavillon nord on avait laissé des lits encore faits, avec les draps tirés jusqu'au menton, comme si les malades avaient disparu d'un coup. Ces histoires se mélangeaient, se contredisaient, mais quelque chose de plus solide restait dans l'air, l'idée que ce bâtiment n'était pas seulement une école mais un lieu qui se souvenait. Cette nuit-là, de retour au dortoir, Ellie et moi avons éteint la lampe à pétrole après la ronde de la surveillante, et le silence s'est installé très vite. J'entendais la respiration des autres filles, le faible crépitement du poêle, et le vent qui glissait sous les tuiles. Juste au moment où je croyais enfin trouver le sommeil, un son clair et isolé a traversé la nuit, un tintement bref qui ne ressemblait ni à un pas ni à un craquement de bois. C'était le son d'une clochette, mais il ne venait pas du mur où pendait celle d'Élise, il venait de plus loin, du couloir, peut-être du côté de l'aile condamnée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et je me suis redressée sur mon lit, cherchant dans l'obscurité un signe que quelqu'un d'autre avait entendu ce bruit. Tu l'as entendu toi aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai cru d'entendre une cloche, mais ta clochette n'a pas bougé. Celle que tu as entendue ne pend plus à aucun crochet, elle se trouve de l'autre côté de la porte qu'on nous interdit d'approcher. Sa voix était presque un murmure, et pourtant chaque syllabe me parvenait clairement, comme si la nuit elle-même la portait jusqu'à moi. Tu as déjà été là-bas? Une fois, quand j'étais plus jeune, j'ai suivi une infirmière qui croyait être seule, mais la porte était encore entr'ouverte à cette époque, et j'ai seulement vu un couloir de lit vide. Ce soir-là, quelqu'un a fait sonner une clochette derrière moi, et j'ai compris que les vies d'ici n'étaient jamais vraiment vides. Je n'ai pas insisté, parce qu'un mélange de peur et de fascination m'empêchait de poser les questions qui brûlaient déjà au bord de mes lèvres. Dans l'obscurité, je sentais la présence d'Élise plus clairement qu'en plein jour, comme si ce bâtiment la reconnaissait d'autant qu'elle le reconnaissait lui. Les jours suivants, l'institut s'est peu à peu vidé, un fiacre après l'autre emportant des élèves vers les gares enneigées et les salons lumineux de leurs familles. Les valises claquaient sur les marches, on échangeait des promesses de lettres et des poignées de main rapides, puis les silhouettes disparaissaient dans la buée des chevaux. Au bout d'une semaine, nous n'étions plus qu'une poignée à rester sur place, certaines parce que leurs parents habitaient trop loin, d'autres parce qu'il n'y avait nulle part où les attendre. Les couloirs, d'ordinaire remplis de voix et de rires, se sont mis à résonner d'une manière différente, chaque pas prenait un poids inattendu. Le pavillon nord paraissait plus présent que jamais dans ce silence,
comme si le vide autour de lui lui permettait de se rapprocher. Les surveillantes multipliaient les recommandations, parlant d'accidents, de risques de chute, de marches glissantes, mais leurs yeux glissaient toujours vers la porte condamnée lorsqu'un bruit la faisait vibrer. Les rares filles demeurées à l'institut cherchaient des moyens de tromper l'ennui, cartes, lectures, ragots, et peu à peu les histoires de fantômes devenaient le divertissement principal. On racontait que des silhouettes pâles s'attardaient derrière les vitres du pavillon, que certains soirs vainqueurs de tout, venus d'un autre temps montaient du sous-sol. Chaque version enflait et se contredisait, mais le nom d'Élise revenait souvent, associé à des mots comme malade, ancienne, héritière de ce lieu. Les filles issues de familles aisées la regardaient avec cette cruauté particulière de celles qui n'ont jamais eu besoin de se cacher pour survivre. Un après-midi, dans le réfectoire presque vide, la plus arrogante d'entre elles annonçait qu'elle n'aurait jamais peur de dormir dans le pavillon nord si on le lui demandait. Ses deux amies ont aussitôt renchéri, assurant qu'elle tiendrait sans crier jusqu'au matin et se moquant d'avance de celles qui n'oseraient même pas poser la main sur la poignée. Élise, assise de l'autre côté de la table, a levé les yeux avec une lenteur qui a fait taire plusieurs murmures. Vous parlez de cet endroit comme d'un théâtre, mais vous n'y tiendriez pas une seule heure si vous deviez y rester en silence. La salle entière a semblé retenir son souffle, et les trois meneuses ont échangé un regard que je connaissais déjà trop bien, celui qui précède un jeu cruel. La plus grande a pris un air, amusé, mais ses yeux pétillaient d'une dureté tranchante. Élise, ne les provoque pas, elles cherchent seulement une occasion de se moquer encore. Elles se moqueront quoi que je dise, alors autant leur donner une phrase dont elles se souviendront. La meneuse a posé son verre avec un bruit sec, et enfin répondu à Ellie en la défiant ouvertement. Si tu n'as pas peur, pourquoi ne pas nous le prouver pour de bon, au lieu de te cacher derrière des histoires de malades? Les mots ont claqué, mais je n'ai pas besoin de les répéter exactement, car ce qui compte ce jour-là, ce n'est pas la forme du défi, mais la promesse qu'il allait suivre. Ce soir-là, la neige tombait drue contre les vitres et le vent sifflait si fort dans la cheminée que le feu lui-même semblait respirer. Après l'extinction des feux, alors que le dortoir sombrait dans une pénombre bleutée, les meneuses ont chuchoté à quelques filles triées qu'elles allaient mettre Ellie à l'épreuve. Les lits grinçaient, les draps bruissaient, et je sentais la tension monter comme une fièvre dans la pièce. Élise s'est penchée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux une lueur étrange, mélange de peur contenue et de résolution. Elles finiront par m'y conduire, tu le sais, alors autant que ce soit ce soir, au moins nous aurons choisi le moment. Tu n'es pas obligé d'accepter leur jeu, on pourrait prévenir Madame Verne, ou simplement refuser. Refuser ne changera rien à ce qu'elles pensent de moi, mais si je tiens une heure là-bas, elles ne pourront plus jamais me traiter de lâche ou d'enfant du sanatorium. Sa main a frôlé la mienne, et j'ai senti qu'elle tremblait malgré ses paroles fermes. Je n'ai qu'une seule condition, que tu me promettes quelque chose à ton tour. Quelle promesse veux-tu de moi? Si elle se lasse, si elle m'oublie, si personne ne vient ouvrir la porte à la fin de l'heure, je veux que toi tu viennes me chercher. Même si c'est interdit, même si tu as peur, même si quelqu'un te menace, je veux que tu me promettes que tu ne me laisseras pas derrière cette porte. Je me souviens encore du poids de ses mots, du tremblement léger de sa voix, de la manière dont le silence des dortoirs s'est resserré autour de nous. Je te le promets, je viendrai te chercher au bout d'une heure, quoi qu'il arrive. J'ai prononcé cette phrase sans hésiter, persuadée qu'une promesse dite à voix basse dans le noir était plus solide que tous les règlements affichés dans les couloirs. Peu après, les meneuses ont fait signe, et un petit groupe s'est glissé hors du dortoir, pieds nus sur le sol froid, bougie à la main. Je les ai suivis, non par courage, mais par peur de rester seule à imaginer ce qu'elles allaient faire à Élise. Le couloir était presque noir, seulement éclairé par la flamme vacillante de la bougie que la meneuse tenait au-devant elle. Les ombres se tordaient sur les murs, se croisant et se dédoublant, et chaque craquement de planche résonnait comme un avertissement. Quand nous avons approché de la porte du pavillon nord, j'ai senti l'air se refroidir brusquement, un froid plus profond que celui de la neige au dehors. La barre de métal avait été déplacée et une chaîne lourde pendait le long du battant, verrouillée par un cadenas dont la rouille semblait ancienne. Élise a sorti de sa poche une clé irrégulière, couverte de taches sombres,
qu'elle m'avait dit avoir trouvé un jour dans un tiroir oublié. Je crois qu'elle correspond, vieux canard. J'ai essayé de ne pas trop réfléchir à ce que cela signifie. La meneuse a voulu prendre la clé des mains d'Élise, mais celle-ci a fermement gardé ses doigts autour du métal, avant de se tourner vers moi, une dernière fois. Souviens-toi de ce que tu m'as promis, 1 heure, pas 1 minute de plus. Je m'en souviendrai, je t'attendrai et je viendrai. Puis la clé a tourné dans la serrure avec un grincement long et douloureux, comme si le métal lui-même protestait. La porte s'est ouverte sur un couloir plongé dans une pénombre stagnante, éclairé par la seule bougie que la meneuse a tendue devant elle. À l'intérieur, j'ai vu les rangées de lits de fer, les matelas crevés, les draps jaunis, et surtout les petits crochets au-dessus de chaque tête de lit, où pendaient encore parfois des clochettes ternies. L'air sentait la poussière, le linge humide, et une odeur plus discrète, acide, qui rappelait les médicaments. Les filles chuchotaient, excitées et terrifiées, poussant Élise vers une petite chambre au fond, dont la porte plus étroite portait encore un numéro effacé. On a ouvert cette porte et l'on a forcé Ellie à entrer dans la pièce, éclairée seulement par notre flamme et par un carré de nuit venant de la fenêtre sale. N'oublie pas, 1 heure, et puis tu reviendras, tu as répété que tu reviendrais. Elle avait gardé sa clochette d'argent avec elle, et je l'ai vue briller un instant dans sa main avant que la porte ne se referme. La meneuse a fait glisser le verrou intérieur depuis l'extérieur avec une aisance troublante, preuve que la porte avait déjà servi souvent à se fermer sur quelqu'un. Les filles ont éclaté de rire nerveux et ont reculé précipitamment, soulagées de s'éloigner de cette ouverture noire. Je suis restée un instant immobile, la main posée sur le bois, sentant sous ma paume la chaleur encore récente d'Élise. La meneuse m'a tiré par le bras en m'ordonnant de remonter avant que la surveillante ne passe sa ronde, et je me suis laissé entraîner, le cœur serré. Nous avons quitté le pavillon nord, refermé la porte derrière nous, replacé la barre de métal à moitié, et le couloir a retrouvé son silence épais. De retour au dortoir, les filles ont retrouvé leur lit, riant encore un peu, puis se sont tues une à l'une, fatiguées plus par la peur que par l'effort. Je me suis allongée aussi, mais je n'ai pas fermé les yeux, car chaque seconde qui passait me rapprochait de l'heure promise. Le poêle ronflait doucement, le vent fouettait les vitres, et les respirations régulières autour de moi semblaient venir d'un autre monde. Je me répétais en silence le nombre de minutes qui devaient s'écouler en surveillant l'ombre de la fenêtre et le mouvement du peu de lumière qu'il restait. C'est alors que le premier tintement de clochette a retenti, clair, fin, venu de loin mais parfaitement distinct. Ce n'était pas la clochette d'Élise suspendue près de son lit vide, car celle-ci restait immobile et muette, c'était un autre métal, dans un autre couloir. Mon ventre s'est noué, et j'ai posé les pieds par terre, prête à me lever, quand un bruit de pas lourd dans la galerie m'a figé. Les pas se sont approchés de la porte du dortoir, et j'ai reconnu le rythme lent et décidé de Madame Verne, la surveillante chargée de vérifier que tout le monde dormait. Je veux que ce dortoir reste calme. Vous avez assez de chance d'avoir un toit chaud pendant cette tempête. Sa voix est passée sous la porte comme un filet d'eau glacée, puis ses pas se sont éloignés sans qu'elle ait besoin d'entrer. Dès que le silence est revenu, un deuxième tintement a résonné, un peu plus long, comme si la clochette insistait. Je savais alors que l'heure promise approchait ou qu'elle était déjà dépassée, mais je ne savais plus combien de temps s'était réellement écoulé. Une lutte a commencé en moi, entre la promesse faite à Ellie et l'interdit de quitter le dortoir, entre la peur de la punition et la peur de la trahir. J'ai posé la main sur la poignée de la porte, j'ai même senti la froidure du métal sous mes doigts, et pendant une seconde j'ai cru que j'allais l'ouvrir. Mais une petite voix intérieure a suggéré que quelqu'un d'autre y était peut-être déjà allé, que la surveillante avait peut-être découvert le jeu, qu'Élise était peut-être revenue pendant que je comptais mal les minutes. J'ai relâché la poignée et suis revenue vers mon lit, en me répétant que je vérifierais tout cela au matin, que quelques heures de plus ne changeraient rien. Le troisième tintement était plus faible, presque fragile, comme si la force qui agitait la clochette faiblissait déjà. Je me suis recroquevillée sur ma couverture, honteux et paralysé, et le sommeil m'a finalement surprise, lourd et sans rêve, comme une chute. Quand je me suis réveillée, la lumière grise du matin éclairait le dortoir, et le lit d'Ellie était toujours vide, les draps à peine froissés.
Les murmures ont commencé très vite. On disait qu'elle avait fugué, qu'elle avait profité de la tempête pour s'enfuir par une porte du rez-de-chaussée. Les meneuses du groupe se taisaient trop pour être innocentes, mais elles répétaient cette version avec obstination, comme si la répéter suffisait à la rendre vraie. Madame Verne a fait l'appel et, en constatant l'absence d'Élise, son visage a blêmi une seconde avant de retrouver une sévérité figée. Cet élève a déjà parlé de s'en aller, ses idées n'étaient pas toujours prudentes, nous préviendrons les autorités et sa famille. Elle parlait comme si tout cela était prévu, comme si un dossier d'élève pouvait contenir à l'avance l'annonce d'une fuite, mais ses mains serraient son trousseau de clés à s'en faire mal. Je n'ai pas trouvé le courage de dire que je savais où Élise avait été enfermée, ni que j'avais entendu 3 tintements qui ressemblaient à des appels. Les heures ont passé dans une sorte de brume, chaque bruit me parvenait comme à travers une paroi de verre, et je voyais partout la silhouette absente de mon ami. Ce n'est que le soir, quand le dortoir s'est retrouvé à nouveau silencieux, que j'ai compris que je ne pourrais pas supporter une nuit de plus sans vérifier ce qui restait dans le pavillon nord. Je me suis levée après la ronde, j'ai pris la bougie que nous gardions cachée, et j'ai glissé hors du dortoir, pieds nus sur le carrelage froid. Le couloir semblait plus long que d'habitude, comme si chaque pas ajoutait une distance au lieu de la réduire. Quand je suis arrivée devant la porte du pavillon nord, la barre de métal était à nouveau en place, plus solidement encore que la veille, mais la chaîne n'était pas tout à fait tendue. En regardant par terre, j'ai aperçu un petit objet brillant posé contre le mur, là où la lumière de ma bougie caressait les recoins que le jour oubliait. C'était la clochette d'Élise, la même que celle qui pendait au-dessus de son lit, mais désormais détachée de toute paroi. Je l'ai prise dans ma main, et le froid du métal m'a traversé la paume et le bras jusqu'à la gorge. Au moment où je la soulevais, un son très léger s'est fait entendre, non pas un tintement clair cette fois, mais un souffle, comme un soupir glissé dans le couloir. J'ai compris à cet instant que la clochette ne représentait plus un simple objet, mais la trace d'une présence qui évoquait l'heure que je n'avais pas honorée. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte ce soir-là, car elle était désormais solidement verrouillée et la clé qu'Élise avait utilisée n'était plus là. Je suis retournée au dortoir avec la clochette serrée dans ma main, comme une preuve et une condamnation que personne ne m'avait demandé de porter. Les jours suivants, la disparition d'Élie est devenue une histoire pratique pour l'administration, une fuite, une disparition parmi d'autres soucis, un rapport à classer. Pour moi, elle était devenue un vide précis, une chambre fermée au fond d'un couloir dont je pouvais dessiner chaque détail les yeux fermés. La neige a fini par fondre, le printemps est revenu et j'ai quitté un jour l'institut sans avoir jamais entendu de conclusion officielle. Je suis devenue adulte, j'ai travaillé dans des bibliothèques, j'ai entouré ma vie de livres et de silence rangé, mais chaque hiver une nuit revenait en moi. À la même période, vers 3 heures du matin, j'avais du mal à respirer, comme si l'air devenait soudain plus lourd et plus froid. Et chaque fois, au milieu de ce malaise fugace, j'entendais quelque part un tintement de clochette, un seul, comme une note isolée dans une partition oubliée. J'ai gardé la clochette d'Élise dans un tiroir, enfouie sous des lettres et des rubans, incapable de la jeter, incapable aussi de l'exposer à la lumière du jour. Des décennies plus tard, j'ai appris par hasard que l'ancien Institut Saint-Alban, devenu successivement internat, centre de repos, puis simple bâtiment administratif, devait être démoli. Une coupure de journal mentionnait la création d'un complexe touristique sur les ruines, avec des chambres confortables, un restaurant panoramique et un spa où l'on vanterait la pureté de l'air de la montagne. À la lecture de ces lignes, j'ai ressenti une panique inattendue, comme si l'on s'apprêtait à effacer d'un coup de paille mécanique tout ce que ce lieu l'avait gardé de voix étouffée. Je me suis vue à nouveau adolescente, les pieds nus sur le carrelage glacé, la main sur une poignée, que je n'avais pas eu le courage de tourner en temps voulu. C'est alors que j'ai compris que si les murs venaient à disparaître, il ne resterait aux clochettes qu'une chose pour continuer à sonner, une histoire racontée quelque part. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui, vieille et fatiguée, pour déposer auprès de vous ce que j'ai été pendant toute une vie. Je ne cherche pas l'absolution. Je ne crois pas que l'on puisse effacer un manquement par des mots tardifs, mais je crois qu'un témoignage peut éviter que l'oubli ne gagne tout.
Il est possible que vous n'entendiez jamais la clochette, il est possible au contraire que son tintement se glisse un jour dans votre mémoire au moment le plus inattendu. Si cela arrive, rappelez-vous seulement qu'une jeune fille a attendu derrière une porte verrouillée, certaine qu'une promesse allait la sauver de la solitude. Je revois encore son visage le soir de notre rencontre, éclairé par la lueur jaune d'une lampe, tandis que la neige traçait des griffes blanches sur les vitres du dortoir. Tu verras, les nuits ici sont longues, mais elles sont moins terribles quand on sait qu'une clochette peut encore tinter. Je n'avais pas compris alors qu'elle parlait autant pour elle-même que pour toutes celles qui n'avaient jamais eu la chance d'avoir une amie pour leur faire une promesse. Maintenant que vous connaissez le fil de cette histoire, peut-être pouvez-vous entendre au loin, sous les mots, le bruit discret d'un métal qui veut se rappeler à vous. Je vais bientôt me taire, mais avant cela je dois m'adresser à vous qui l'écoutez cette histoire jusqu'à la fin, car votre présence, à vous aussi, a une importance. Je vous remercie d'avoir suivi ma voix jusqu'au bout, dans le froid des couloirs et dans le souffle de la clochette qui insiste. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à soutenir la chaîne Histoire courte de fantômes en laissant un pouce levé et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains récits. Vos commentaires sous la vidéo sont précieux, car ils donnent à ces voix anciennes un écho dans le présent, et ils nous aident à continuer à faire vivre ces histoires. Si vous le pouvez, si vous en avez envie, vous pouvez aussi soutenir directement la chaîne grâce au QR code qui se trouve en bas à droite de la vidéo ou au lien indiqué dans la description. Dans cette même description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres séries de la chaîne, des histoires très différentes mais tout aussi attentives aux ombres et aux secrets. Je vous dis merci encore une fois pour votre écoute, prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire sur cette chaîne.